Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et donc là, et même se poser la question, ça devient même c'est un peu dérangeant. Se poser la question, mais on ne peut pas se poser, Ne pas se la poser, bien sûr. pas se la poser. Bien sûr. Oui. Et donc Robert Badinter, est-ce que toute sa vie il a lutté ou est-ce que c'est politique? C'est pour lui une façon de se faire connaître? Absolument pas. Hein, il y a pas d'intérêt là-dedans. Il n'a eu que des coups à prendre. Ouais. Vous savez, les années 70, moi j'ai rencontré des anciens militants qui me disaient quand ils distribuaient des papiers, on leur crachait dessus, on les bousculait. Ah ouais. On n'imagine pas la violence du débat qu'il y avait à l'époque. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Vous pouvez Il y en a un distribuer, peu, mais vous pouvez ça distribuer dépend des... qui. Oui, vous pouvez distribuer des papiers, même pour le rétablissement de la peine de mort dans la Ouais, rue. je pense que tout le monde Je pense s'en que fout, ouais. voilà, les gens prennent le papier, le déchirent ou refusent de le prendre, mais on va pas avoir des chauffourées, on va pas vous cracher dessus non plus. Non, il n'a pas toujours. C'est pas qu'il n'a pas toujours été contre la peine de mort, c'est que c'est un engagement qu'il prend à partir des années 70, Ouais, c'est ça. par un certain hasard, et en même temps, c'est pas tout à fait un hasard parce que il y a d'abord la passion de la justice chez cet homme parce qu'il est avocat. Voilà, il fait avocat. Il voulait pas faire avocat au départ, D'accord. mais peu importe. Et il y a chez cet homme qui a perdu son père, qui a été déporté, une passion de la justice parce qu'il est le fils du persécuté. Donc défendre la justice, c'est pas un vain mot, c'est pas un mot en l'air, c'est le fils du déporté, c'est le fils du supplicié. Et donc oui, et au départ c'est l'avocat du tout Paris, c'est un avocat mondain. Ouais, c'est mondain. Il est marié lui-même à une grande actrice. Ce qui fait la rencontre finalement entre Badinter et la peine de mort, comme disait son maître Torres, tu verras si un jour tu es confronté à la guillotine, c'est là que tu deviendras avocat. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et puis un jour, il a compris, puisqu'il se retrouve dans une affaire où il doit défendre Roger Bontemps. Il y a eu une prise d'otage dans la prison de Clairvaux. Buffet et Bontemps sont deux condamnés qui ont pris en otage un gardien et une infirmière et qui seront exécutés pendant la prise d'otage au canif, enfin c'est absolument affreux, par Buffet, qui lui voulait qu'on le tue. Il faisait finalement cette prise d'otage comme une façon de quitter la vie. Il demandait la peine de mort. Et pendant tout le procès, il a dit je demande. Je veux y aller. Voilà. Et si vous me l'accordez pas, je tuerai à nouveau. Donc il allait très loin. Mais la défense de Bontemps, qui était un pauvre type, qui s'était retrouvé dans la même cellule, qui a participé à cela, lui n'avait pas tué. Donc la défense de Badinter était absolument logique. Il était persuadé qu'il sauverait la tête de Bontemps, de Roger Bontemps, parce que celui qui n'a pas tué ne peut pas être tué. C'était aussi logique que cela. Eh bien, en fait, il va s'apercevoir qu'en fait, la peine de mort est irrationnelle, qu'elle repose justement sur l'émotion publique. Il y avait une énorme émotion publique parce qu'il y avait toute cette presse et surtout la télévision en direct. C'était parce que, en ce moment, il y a une prise d'otage à Clairvaux, les salauds, etc. À nouveau, le rôle des médias. Oui. C'est ça, parce que si une affaire n'est pas connue, il n'y a pas d'émotion, et les juges sont en toute sérénité, les jurys en toute sérénité, et le président de la République, pour la grâce, est en toute sérénité aussi. Parce qu'il y a, c'est la condamnation, mais ensuite, ça passe devant Pompidou. Et Pompidou, on était persuadé, depuis 69, qu'il était hostile à la peine de mort. Il avait gracié en arrivant au pouvoir, mais ça peut une grâce comme le roi qui arrive, gracie. Et là, il ne donne pas sa grâce. Et il tourne le pouce vers le bas. Et donc là, c'est une deuxième leçon pour Badinter qui n'en revient pas. Non seulement il a perdu avec la logique, la peine de mort est irrationnelle, celui qui n'a pas tué ne peut pas être tué, eh bien si. Et une autre leçon, la peine de mort est démagogique parce que le président de la République s'assoit sur tous les principes et laisse la justice suivre son cours parce que l'opinion le réclame. Donc il n'a pas le courage de tenir tête à l'opinion, même en défendant ses principes. Alors, il faut calmer l'opinion. Voilà, tout Pompidou simplement. n'est pas de Gaulle. Oui. Ça, on est d'accord. Et là, il y a quelque chose il doit accompagner son client jusqu'à la guillotine. Il est celui qui doit le réconforter, qui doit lui parler. C'est pas facile. Jusqu'au dernier moment, il lui tient la main. Voilà, il a écrit ses souvenirs dans l'exécution de ce procès, et c'est un tournant.
Voilà, il sort de la prison et il dit maintenant je vais combattre jusqu'à la fin de ma vie, je combattrai contre la peine de mort. Et Sa là, vie est pleine. il s'engage à Mm. partir de ce moment-là. Comment il rencontre François Mitterrand? Parce que Mitterrand, qui était donc à droite, extrême droite, euh, plutôt favorable à la peine de mort, vu quand il était ministre de l'Intérieur, tous ceux qui sont passés sous ses fourches codines. Comment Mitterrand se prend comme un de ses chevaux de bataille l'abolition? C'est là uniquement politique. Oh, oui, alors uniquement politique, il a évolué quand même, hein, il a évolué parce qu'effectivement il venait de l'extrême droite dans les années 30, c'était son milieu. Au début de la 4ème République, il est plutôt UDSR, donc Union démocratique socialiste de la résistance, un petit parti charnière qui lui permet d'être dans toutes les combinaisons gouvernementales. Ouais. Il est plutôt centre-gauche, centre-droit, centre-gauche, et puis Selon le vent. il évolue sur ces questions. Il dira d'ailleurs que lui, qui était partisan de la peine de mort dans les années, quand il était ministre de la Justice, Ouais, ministre ça. de l'Intérieur en Algérie, C'est ça, il exactement. a rapporté défavorablement les grâces auprès du président Ouais. de la République. Et il dira que c'est son grand regret. Il a dit ça à son biographe Lacouture, qu'il a un regret, au moins un regret dans sa vie, c'est celui-là. Donc on peut évoluer sur ces questions. Le modèle de Badinter, quand il s'engage en politique, c'est Pierre Mendès France. Ouais, Il c'est est ça, proche de Pierre Mendès. Mendès France, mais Mitterrand, mais il voit très bien que Mendès France, finalement, c'est l'homme moral. Donc, Mais n'a pas la carrure voilà, c'est ça. c'est ça. C'est exactement ce qui correspond à Badinter. Oui. Lui aussi, c'est une moralité incarnée, mais il voit très bien que voilà, c'est ça que la morale pour gagner les élections, c'est pas toujours, c'est pas toujours ça. Et c'est Mitterrand qui est l'étoile montante. Et Mitterrand lui propose d'entrer d'être candidat. Bon, il est battu en 67, mais Mitterrand prend la tête du PS en 71 au congrès d'Épinay, et dès 72, c'est dans le congrès, dans le programme, l'abolition de la peine de mort, et c'est aussi dans le programme du Parti communiste. Donc lui, il défend le programme Mitterrand. Et n'oubliez pas qu'effectivement, ce qui est politique, c'est qu'effectivement, c'est d'avoir pris le PS sur des bases très à gauche pour essayer de vider le PC de son électorat, ce qu'il a réussi à faire. Tout ça, c'est de la stratégie politique. Et donc, effectivement, l'abolition de la peine de mort, ça faisait partie du package, j'ai envie de dire. Là, c'est flatter un petit peu l'opinion quelque part. Alors, c'est pas si évident sur cette question, flatter l'opinion, parce que l'abolition de la peine de mort, à partir de 72, à partir justement de cette affaire Buffet-Montand, l'opinion s'est retournée. Elle qui était pour l'abolition, selon les sondages de 62-69, s'est retournée en 72, et là, elle est favorable à la peine de mort. Donc, quand vous défendez l'abolition, vous heurtez au sentiment d'une majorité de Français. Alors après, vous pouvez essayer d'argumenter, etc., mais d'entrée, vous avez une majorité de Français. C'est quand même... Donc, il y a quand même un courage politique. Sur le plan politique, oui. Et en 81, quand il est interrogé sur cette question, il répond avec sincérité, hein, je réclame les suffrages des Français, je ne le fais pas dans le... donc je suis pour l'abolition de la peine de mort, etc. Il y a un certain courage parce que vous allez heurter les sentiments d'une majorité. Moi, j'avais 10 ans, je me souviens des discussions enflammées, de soirées enflammées, mais d'amis qui étaient capables de se taper dessus. C'est très curieux. Il n'y a pas beaucoup de sujets, en fait, qui soient aussi clivants comme ça. Non, vous avez eu l'IVG aussi. Ça, j'ai pas connu. Non, on ne l'a pas connu, mais on a connu quand même dans les années 90 les intrusions dans les hôpitaux, des petits groupes extrémistes, etc. Il y avait encore des débats. Des réminiscences. Oui, des débats qui étaient quand même... Et aujourd'hui, vous avez encore des manifestations, c'est résiduel, puisqu'on a bien vu qu'il y a eu la constitutionnalisation de l'IVG et que 75% des Français, dans un sondage, y étaient favorables. Donc, quand vous avez 75% des Français en France, c'est inimaginable, ce chiffre. Hein, c'est inimaginable. Mais vous avez toujours... des manifestants, ils peuvent réunir 100 000 personnes dans la rue. Bien sûr. Autant contre le Pax, contre l'IVG. Mais c'est résiduel, c'est complètement résiduel. Il y aura toujours, effectivement... il y a, j'ai envie de dire, le sens de l'histoire, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, le débat est passé. C'est vrai qu'on s'écharpait, je me souviens, dans les années 80, j'étais au lycée, j'étais au collège, j'étais au lycée, on s'écharpait sur ces questions parce que c'est des questions qui sont des questions fondamentales. Il n'y a pas énormément de questions fondamentales. Non, il y en a pas la beaucoup, liberté à disposer de son corps. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est la liberté à disposer, finalement, de sa vie,
le droit. Ce sera ma dernière question, justement. Ouais. C'est pour ça que je vous demandais la définition de la peine de mort, mais on va y revenir. La gauche, au moment de 81, était comment dire, cohérente, entièrement cohérente sur cette question, ou il y en avait qui étaient... Quand vous regardez les votes en 1981, tous les députés communistes, 44, ont voté pour. D'accord. Et la quasi-unanimité des socialistes, je crois, c'est 284 sur 286 députés. Donc, D'accord. non, il n'y a pas de véritable défection. Vous avez un tiers des députés UDF et un quart des députés RPR qui ont voté pour. Oui, de toute façon, ils avaient la majorité. Donc, Oui, ouais. oui, Je oui. crois qu'il y a 110, un peu plus de 110 députés qui ont dit non, me semble-t-il. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais Oui, ça doit être oui, quelque oui. chose comme Je ça. crois que c'est 200. Ouais, bon, enfin bon, en tout cas, c'est donc ça passe. honte à moi. Hein, non, bah, faut rigoler. Non. Vous vous rappelez que je l'ai écrit en 2011. Oui, hein. oui, c'est pour ça, ouais. Donc, ça y est, donc abolition effective en France. Il n'y a plus de la peine de mort en France. C'est une loi, mais en 2000, je crois que c'est 2007, Oui, ça rentre dans la Constitution. oui. Pourquoi? Eh bien, il s'agissait de verrouiller. Jacques Chirac a voulu verrouiller l'abolition. Parce que une loi est votée, mais ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. D'accord. Alors, déjà en 85, il y a eu la signature. La France a signé un texte de la Convention européenne des droits de l'homme qui fait que si on voulait revenir sur la peine de mort, eh bien, ça nous obligerait à faire un préavis de 5 ans devant la Convention européenne. Donc déjà, 5 ans, ça renvoie à une nouvelle majorité dans 5 ans, à de Ouais. nouvelles élections. Et ça reviendrait aussi à quitter l'Europe. Hein. Donc c'est quand même des choses auxquelles il faudrait réfléchir. D'accord. Et si vous constitutionnalisez, maintenant c'est dans la Constitution, et pour réformer la Constitution, il faut Ah, c'est plus les dur. 2 tiers. Ouais, c'est ça. Il faut les 2 tiers. Alors les 2 tiers en France, les 2 tiers Là, en d'une ce moment, majorité. vous oubliez. Vous voyez aujourd'hui. Oui, ça c'est clair. Bon, ça peut se trouver effectivement pour constitutionnaliser l'IVG, mais pour rétablir la peine de mort, je ne sais même pas s'il y aurait 10 députés. Cette question, elle est vraiment, elle est vraiment réglée. Elle n'est pas réglée dans les débats, si vous voulez. On peut toujours débattre comme ça pour ou contre la peine de mort, mais sur le plan politique, je sais même pas, il y a peut-être même pas 10 députés, 10 sénateurs pour défendre le nom. Tous les arguments ont été évoqués. On s'est écharpé sur cette question pendant 200 ans. Et elle est vraiment terminée, mais l'histoire n'a pas de fin. Oui, et c'est on vrai. ne sait jamais Faut ce que jamais l'on a dire devant jamais, nous. en fait, c'est Et effectivement, on le voit aux États-Unis, on l'a vu en Hongrie. C'est-à-dire que on peut détricoter la démocratie. Donc on ne sait pas ce qu'on a devant nous. Et on peut très bien dire, eh bien, écoutez, il y a la nécessité de 2 tiers de voix pour réformer la Constitution. Mais oui, mais moi je pose la question aux Français par voie référendaire. Et donc c'est les Français qui décident. C'est le peuple souverain. Et donc j'utilise la démocratie contre la démocratie, Oui. si vous voulez, et je l'emporte. Ce sont des méthodes Le dernier référendum, on ne nous a pas vraiment écoutés, d'après ce que j'ai compris. Quand même. Oui. Donc, on va peut-être Oui. oublier les référendums. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est Bien qu'on sûr, peut, bien sûr. s'asseoir sur tous les Évidemment. garde-fous. On peut Ouais. essayer de mettre Non, mais c'est très important. bien sûr. tous les blocages que vous voulez, mais si vous avez un petit groupe, une majorité qui est décidée à tout casser, on peut tout casser. On peut. La démocratie, en fait, n'est pas un absolu qu'on a atteint, et comme la paix d'ailleurs. Oui, Et c'est puis vrai. on y reste. On a atteint une fois C'est une pour belle toutes. image. Ouais. Non, c'est une construction qui est permanente. Et donc, il peut y avoir des régressions, des avancées. C'est peut-être un jugement de parler ainsi, en ces termes. Ou des moments d'exception. Mais voilà, il n'y a pas simplement une ligne droite qui irait vers toujours plus de démocratie, etc. Non, ça, c'était l'idée justement de Victor Hugo, du progrès. Ouais. Il disait le XXe siècle sera heureux. Ouais, il n'a pas été aussi heureux qu'il l'imaginait. Et oui, l'histoire sera ce que nous en ferons. Exactement. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.